Hey YouTube! Je tourne cette vidéo le 31, je voulais sortir le 31, je ne pense pas qu'elle sortira le 31, clairement. Et si on partait pour le top film 2020? Donc j'ai décidé de faire un top film des films que j'ai vus en 2020 parce que j'avais envie, voilà, j'avais très envie parce que j'ai envie de parler de cinéma, j'en ai pas assez l'occasion, à chaque fois j'essaie d'écrire des chroniques sur des films que je vois et j'arrive pas à aller jusqu'au bout de l'écriture, c'est très chiant, et j'ai pas le temps pour les monter aussi. Bref. Ce qui fait que là c'est un peu l'occasion pour moi de parler de cinéma. Petit disclaimer avant de commencer, primo, ce top ne concerne que mon avis personnel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des films que j'adore, que tu vas détester. C'est un top qui est uniquement subjectif et personnel, et il est fait dans la bonne humeur. Si des films qui sont dans ce top ne vous plaisent pas, et bien vous pouvez en parler en commentaire, mes cocos, et moi j'irai vous répondre toujours dans le respect. C'est le mot principal, le respect. Deuxièmement, ce top il a été compliqué à construire parce que il est, comment dire, c'est pas tant que j'ai pas vu de bons films en 2020, pas du tout, c'est au contraire j'en ai vu beaucoup d'excellents films. Juste, ce film, ce n'est pas un top comme les autres tops que vous pouvez voir sur YouTube, parce que c'est un top des films que j'ai vus en 2020, et pas des films sortis en 2020. Pourquoi je fais cette distinction? Parce que ça a été une année compliquée niveau cinéma, et déjà je suis quelqu'un qui va pas beaucoup au cinéma, je peux pas construire un top 10 des films de 2020, quand j'en ai vu pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, j'en ai vu moins de 10. Donc ce sera un top film des films que j'ai découvert en 2020, que j'ai vu en 2020, voilà. Et du coup pas de revisionnage. Mais du coup, avant que vous partiez, parce que vous êtes en mode « Oh, il n'y aura pas de film de 2020 !» Si, il y a un film de 2020 dans le top et dans le flop, parce que oui, troisième, eh bien il y a, cette vidéo sort normalement en même temps qu'un flop film, voilà, que je vais tourner juste après le top film. Où je parlerai des 5 pires films que j'ai vus cette année, voilà. Déjà, on va commencer par les Outsiders. Pourquoi j'ai pris un accent anglais particulier? Juste les Outsiders, en gros c'est des films qui étaient bons, mais pas assez bons pour entrer dans le top parce que j'ai vu énormément de super bons films, vu qu'avec tout le temps qu'on a eu avec le confinement et tout, j'ai eu beaucoup de temps pour voir des films. Vraiment, le confinement, je regardais un film tous les soirs, quasiment, donc ça fait beaucoup de films à final, surtout que j'ai vu des films de toutes les époques et tout. Et il y a eu pas assez de place, voilà, pour rentrer dans le top, et il faut mettre un joli petit costard. Je crois que In the Panda avait déjà dit ça, mais en tout cas, il faut faire des efforts, et ceux-là, ils avaient fait des efforts, mais ils étaient pas au top du top. Donc dans cette liste, on a Lady Bird, un film superbe sur l'adolescence, mais par rapport à notre film qui sera dans le top, il était moins bon, et puis il y a eu des côtés un peu chiants dans le film, bref, voilà pourquoi il est pas bon. Parasite, j'ai enfin vu Parasite, c'est un très bon film, maintenant je ne considère pas que c'est le meilleur film de tous les temps, je trouve que c'est un bon film, voilà. Mais il y rentre dans les Outsiders parce qu'il était quand même pas mal du tout. La Cité de la Peur, alors au début, la Cité de la Peur était dans le top en 9ème place, mais je l'ai viré parce qu'en fait La Cité de la Peur, je pense que personne n'a besoin de moi pour comprendre à quel point ce film est génial, c'est un film qui est reconnu comme étant incroyable, La Cité de la Peur. Je pense que, en fait, j'ai préféré laisser une autre place à un film dans le top, à la place de La Cité de la Peur, j'ai changé, parce que j'ai considéré qu'il y en avait un sur lequel c'était plus intéressant de dire des choses, mais regardez La Cité de la Peur, c'est un film extrêmement drôle, c'est un film qui n'est pas devenu culte pour rien. Dans les films que j'ai découverts cette année, il y a eu Mon voisin Totoro qui m'a été offert, qui m'a été prêté par ma meilleure amie, elle m'a dit c'est mon Ghibli préféré, je crois que c'est son Ghibli préféré, ça se trouve je dis des grosses conneries. Et Mon voisin Totoro, c'est un beau souvenir d'enfance, une très belle ode à la nostalgie et à l'enfance, et moi ça a été un très beau moment. Les 3 John Wick, et plus particulièrement le 2. John Wick, ça a été pareil, la saga que j'ai découvert cette année, je trouve la saga John Wick vraiment trop cool, j'adore les films d'action comme ça. Et le 2 est mon préféré, voilà. Astérix et le secret de la potion magique, parce que c'est Alexandre Astier, parce que c'est extrêmement drôle, et je dis parce que Alexandre Astier, alors j'ai jamais vu Kaamelott, mais c'est extrêmement drôle, c'est de la très bonne animation française et du beau travail, bravo. 120 battements par minute, alors à la base pareil, lui il avait une place dans le top, mais au final, je l'ai viré, parce qu'il y a des détails de la fin qui font que je peux pas le mettre dans le top. Je trouve que le film est incroyable pendant tout le film, sauf dans les 20 dernières minutes. Ce qui me l'a rendu un peu amer à mes yeux, mais je trouve que c'est quand même un excellent film. Très bon film français. Black Landsman, j'ai rien à dire, c'était un très bon film. C'était un très bon film et j'ai eu très peur. Très peur parce que c'est fou comment les gens sont cons. Carole, pareil, il était dans le top, mais il n'y a pas assez de place. Carole était dans le top. Carole est un film beau et qu'est-ce que Kate Blanchett joue bien. Et Rooney Mara aussi. Mauvaise Herbe, je ne pensais pas du tout mettre Mauvaise Herbe dans le top, je pensais même pas que ce film me plairait à ce point, mais Mauvaise Herbe est un excellent film. Mauvaise Herbe est un excellent film, et je vous le conseille tellement. Pour ceux qui disent la comédie, la française c'est de la merde, tu leur envoies Mauvaise Herbe. Mauvaise Herbe c'est trop bien.
Gentleman Preferred Bond, parce que j'ai dit que j'avais vu des films de toutes les époques, et bah j'ai vu Gentleman Preferred Bond, et mon œil qui adore, enfin mon petit cœur de fan de comédie musicale, mais ne peut qu'être comblé par ce film, Gentleman Preferred Bond, c'est trop bien. Et j'ai tellement vu voir d'autres films de Marilyn Monroe. Et c'était trop ouf, et je remercie ma mère de m'avoir présenté ce film. Et enfin, on finit cette liste par Moulin Rouge. J'ai un peu de mal à... En fait, c'est un peu comme 123 minutes, il aurait dû être dans le top s'il n'y avait pas les 20 premières minutes que je trouve assez chiantes. Et un peu burlesque, j'ai l'impression que c'est tout ce qu'il y a avec les films de Baz Luhrmann, mais Baz Luhrmann, on en reparlera plus tard. Et d'ailleurs, bah, j'ai rattrapé sur ces... Je sais pas qu'il a fait que 4 films. Je sais plus, enfin, en tout cas, j'ai rattrapé Roméo et Juliette, Gatsby et Moulin Rouge. Roméo et Juliette était pas dans le top, mais Moulin Rouge était trop cool, voilà. Donc, on peut démarrer du coup cette fois le vrai top. En 10ème position, Scott Pilgrim. On a tous un passé. Ouais, mais mon passé n'essaie pas de me massacrer toutes les 5 minutes. Scott Pilgrim. Bon, je vais peut-être développer un peu plus. Ça a été un vrai plaisir parce que cette année j'ai commencé à vraiment voir des films de Edgar Wright. Alors j'en ai vu 2, hein, calmez-vous, hein, mais j'avais déjà vu Baby Driver l'an dernier et Baby Driver je le trouve oufissime. J'adore Baby Driver. Je pense que c'est même mon Edgar Wright favori et je comprends pas pourquoi il est tellement sous-coté. J'aime trop Baby Driver et j'ai vu du coup Hot Fuzz aussi cette année qui, pareil, même niveau que Scott Pilgrim en termes de montage, d'humour et tout, juste trop gore pour moi. Voilà, il y a des passages vraiment très violents et je sais que c'est voulu dans l'ADN du film et que ça enlève pas de qualité au film, c'est juste que moi, si je dois me refaire un film d'Edgar Wright, ça sera pas Hot Fuzz à cause de ce problème-là, parce que j'ai pas particulièrement apprécié ces passages du film. Mais du coup, j'ai mis Scott Pilgrim parce que Scott Pilgrim est un film merveilleux. C'est un film merveilleux, c'est un film qui est timé mais avec un rythme comme ça. Il est super drôle, il est extrêmement énergique, en même temps il pose des vraies questions sur les dynamiques de couple et comment on gère ses relations de couple. J'ai adoré Scott Pilgrim. Qu'est-ce que c'était bien, mais... Et puis Ramona, elle est magnifique. Marie-Elisabeth et Winstead, ça repasse une fois que vous la verrez dans le top, mais ouais, non mais... Scott Pilgrim, ça a été du très lourd, et j'ai longtemps hésité avec les films que j'ai vus avant. Si tu veux, il y en a un que je mettrais à la tête de Scott Pilgrim, et je me suis dit non. Non, Scott Pilgrim, il mérite vraiment sa place. En plus, je suis contente parce que ça faisait longtemps que je voulais le voir. Scott Pilgrim était dans ma liste de films que je voulais voir depuis longtemps, et il était trop ouf. 9ème position. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça? J'aimerais bien comprendre. Je sais pas ce qu'on leur met dans la tête. Je l'ai vu hier soir, donc je l'ai encore bien en tête. Les autres, je les ai vus il y a longtemps, pour la plupart. Juste à la garde, j'ai très bien en tête. J'ai vu des films d'horreur. Cette année, ça a été un peu la découverte des films d'horreur de mon côté. Aucun film d'horreur m'a fait flipper comme Juste à la garde m'a fait flipper. J'étais tendue. Tu t'accroches. J'étais enrobée dans ma couverture là, dans le canapé. Et j'étais en mode... Juste à la garde, c'est un excellent thriller français où tu ne te lâches jamais la pression parce que c'est une montée progressive en tension et tu vas pas t'en réussir à t'en mettre. Et en plus, c'est un film qui a aucune musique, mais du coup, il y a des musiques que dans une seule scène. Donc c'est vraiment du silence tout le temps, et il y a un vrai jeu sur les silences, sur le fait de faire durer les scènes dans le temps, alors que le film dure qu'1 heure et demie, mais c'était les 1 heure et demie les plus intenses de ma vie, vraiment. C'était extrêmement intense, et Juste à la garde m'a mis des frissons, m'a fait passer par toutes les émotions. Les acteurs sont tellement talentueux. Denis Minochet, je l'ai aussi vu dans Grâce à Dieu cette année, qui n'est pas dans le top, et même, ouais, je l'ai pas vu dans Outsider, mais il était excellent. Très bon film, Grâce à Dieu. Et qu'est-ce qui me fait flipper? Ah, ils sont tous excellents, et j'ai rarement eu autant peur de ma vie quand j'ai vu un film. Et pour tous ceux qui disent au cinéma français, on fait que des comédies racistes à la con, non, on fait des très bons films aussi, on a fait Jusqu'à la garde. Voilà, je veux dire, on a fait Jusqu'à la garde, et Jusqu'à la garde est un film trop ouf, et je pensais vraiment pas, parce que je ne pensais pas que je mettrais Jusqu'à la garde dans mon top, mais il y est, parce que c'est un film qui m'a prise, et qui m'a pas lâché pendant 1 heure et demie, et je trouve ça beau, parce que des films qui font ça, il y en a très peu. Il y a très peu de films qui arrivent vraiment à me maintenir en pression, une vraie tension pendant 1 heure et demie. Et par exemple, je peux faire un petit rapprochement de Parasite, parce que je peux considérer dans la catégorie des thrillers. Parasite, m'a pas du tout mis en tension, pareil. Enfin, il y a eu des passages sur Parasite où j'étais en énorme tension, mais à côté de Jusqu'à la garde, c'est du pipi de chat. Et j'ai vu des films d'horreur cette année, et moi qui suis déjà une flippette, je suis que Jusqu'à la garde, c'est éprouvant à vivre. Mais c'est un très bon film. C'est un très bon film, et bravo. Numéro 8. 21 Jump Street. Et je mets le 21, et je pense qu'on peut mettre le 22 en même temps, mais je préfère le 21, du coup j'ai pris le 21, voilà. Chris Lord et Phil Miller ont beaucoup de talent. Voilà, je pense que ça... Y a pas besoin de le répéter, ils ont fait que des bons films. Je réfléchis, là, dans leurs films, ils ont fait
La Grande Aventure Lego, les deux 21 et 22 Jump Street, et ils ont fait Spider-Man No Generation. Je crois qu'ils ont fait d'autres films, mais globalement c'est les 4 que j'ai vus d'eux, tout le temps des bons films. Les 21 et 22 Jump Street, c'était parmi les films les plus drôles que j'ai vus de l'année. Et c'était parmi les meilleurs films aussi. Et ils méritent totalement leur place parce que je trouve qu'on a souvent du mal à considérer les comédies. Je trouve que les comédies ont vraiment pas une belle place, qu'on leur donne pas une place d'honneur. On a tendance à tout le monde favoriser le drame comme des bons films. Alors que la comédie, c'est un truc qui est extrêmement... qui demande beaucoup de talent et des vrais réflexes d'écriture. Et qu'est-ce que c'est bien écrit! Qu'est-ce que c'est bien écrit, 21 et 22 Jump Street. Et il y a une réalisation qui essaie toujours de poursuivre cette idée de... En même temps, de comédie... j'ai oublié le mot. Je sais plus, mais enfin, il y a un vrai travail sur la comédie. Les acteurs sont trop bons. Et puis il y a Channing Tatum. Ah, Channing Tatum, non mais Channing Tatum quand même. Non mais je l'ai vu dans... Je sais plus dans combien de films je l'ai vu, mais je l'ai vu dans au moins 3 films cette année. C'était bien, ah, si, je l'ai vu dans Ave César, je l'ai vu dans 21 et 22 Jump Street. Mais je trouve que 21 et 22 Jump Street sont d'excellents films, et j'ai mis le 21 parce que je trouve qu'il a des meilleurs artifices, et j'étais vraiment surprise et tout, mais en vrai le 22 est aussi bien, vraiment, il est tout aussi bien. Et ça, ils me font mourir de rire ces films, je vous jure, ils me font mourir de rire, et je pense que c'est important dans ce genre de période de mourir de rire. Moi, c'est pour ça que je crois qu'il y a vraiment... J'allais dire, il y a beaucoup de comédies dans le top, et oui, il y en a beaucoup, il n'y a pas que des comédies non plus en fait, donc voilà, mais je pense que ça veut dire quand même qu'il m'a fallu beaucoup rire, et je pense que dans les films que j'ai vraiment très envie de revoir parce qu'ils me font beaucoup rire, il y aura toujours 21 et 22 Jump Street. Numéro 7 Les garçons et Guillaume, à table. Tant de talent. Je l'ai vu cet été, Les garçons et Guillaume à table, et j'en avais toujours entendu parler, donc je me doutais que c'était quand même bien, je veux dire, quand tout le monde te parle de ce film depuis des années, voilà. Je pensais pas à ce point, parce que je pense que Les garçons et Guillaume à table, c'est le genre de film qui peuvent parler à n'importe qui, et dont n'importe qui a besoin en fait, parce que c'est des films qui parlent de s'assumer comme on est, et de pas essayer de s'assumer selon des clichés, et justement de démolir des clichés qui font beaucoup de mal, généralement. Et en même temps, je trouve ce film hilarant, parce que ce film hilarant est porté par Guillaume Gallienne, qui est hilarant. Voilà, Guillaume Gallienne est un acteur qui est excellent, il est quand même de la comédie française, donc... Il y a du niveau, tu vois, mais en plus, il a un jeu, et j'adore le personnage de la mère, parce qu'elle est très... elle est parfaite, elle est parfaite dans son jeu, tous les personnages me paraissent tellement réels. Et c'est Guillaume Gallienne qui joue la mère, et pourtant elle me paraît totalement réelle. Mais je trouve qu'il a tellement réussi à créer des mimiques, des manières de... c'est tout le principe du film, et je trouve ce film hilarant. Parce que c'est un film qui en plus est basé sur l'histoire vraie, je crois que c'est la vraie histoire de Guillaume Gallienne, et bah c'est toute cette histoire, elle est passionnante et très très drôle. Il y a toujours des rebondissements, et ça a été un vrai plaisir de la découvrir, et j'adore ce film, Guillaume. Les garçons et Guillaume à table, c'est un des films les plus drôles que j'ai vu de l'année, parce que c'est un film qui peut parler à tout le monde, qui parle à tout le monde sur des choses débiles, mais comme l'expression de genre, la sexualité, ce genre de choses, et comment on essaie de se mettre dans des cases, alors qu'on n'a pas forcément besoin de cases, mais parce que les cases, ça donne des entités, c'est trop ouf. C'est trop ouf. De fait, vous remarquez que dès que je sais pas quoi dire, je suis en mode... Mais qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que c'est bien, Guillaume les garçons à table, et c'est un film qui parle à tout le monde, et c'est vraiment le film universel. C'est un film d'autobiographie universelle. Et je pense que il faut un vrai talent pour réussir à faire ça. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde. Vraiment, je trouve qu'on a rarement eu des films aussi bienveillants. Je pense que vraiment le mot pour Les garçons et les Guillaume à table, c'est la bienveillance. Voilà, maintenant vous vous débrouillez avec ça. Et nous, on passe au numéro 6, si je dis pas de bêtises. Numéro 6. I love you, Philippe Morris. Je ne pensais tellement pas à le mettre dans mon top, je pensais vraiment quand j'allais le voir, j'étais en mode t'es sympathique, mais j'ai pleuré, j'ai tellement pleuré, c'est une histoire d'amour tragique. Dans une comédie biographique, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, et ce film m'a tellement fait passer par toutes les émotions possibles. Alors, on démarre des nouvelles expressions avec les mains, c'est fabuleux. I Love You Philip Morris, c'est servi par des acteurs de talent, mon dieu, qu'est-ce que Jim Carrey et Ewan McGregor sont doués, ils sont de nouveau dans le top, vous allez les revoir. Et je vous jure, j'adore ces acteurs, ils sont incroyables. Et ils font
Ils font un des couples les plus mignons que je connaisse. Et c'est tellement triste. Leur histoire est tellement triste. Vraiment, Ewan McGregor, il est très doué. C'est un excellent acteur. Il était dans Moulin Rouge, il sera dans un autre film plus tard. Mais autant dans Moulin Rouge, j'ai trouvé une histoire très... j'ai vu plein d'histoires tragiques cette année. J'ai vu Roméo et Juliette, j'ai vu Moulin Rouge. Mais aucune histoire n'a autant eu envie de me faire pleurer. Enfin, il y a d'autres histoires dans le top qui ont donné envie de me faire pleurer plus haut. Mais j'ai rarement autant pleuré que devant I Love You Philippe Maurice. Là où tout le monde avec moi, parce que j'ai regardé le film en famille, donc... Pareil, comme ça va pas durer 20 minutes, on évite le film en famille, Philippe Maurice, parce que encore une fois, c'est comme Les Garçons et Guillaume à table, c'est un film qui est basé sur une histoire vraie, et cette histoire est folle, cette histoire est complètement folle, et... Waouh. Mais c'était un film que... Pourtant, j'étais seule à l'apprécier autant, parce que tout le monde avec moi l'a trouvé pas ouf, moi je trouve ce film trop bien. Je trouve que c'est un film, en plus d'être très drôle, qui me fait passer par toutes les émotions. Et je trouve qu'il y a une vraie tragédie dans ce film. Numéro 5. Le monde de Charlie. We accept the love we think we deserve. You see things, and you understand. You're a wallflower. I didn't think anyone noticed me. Ah, ça a été si dur. Alors, j'ai un peu triché pour celui-là parce que je l'avais techniquement déjà vu, mais je l'ai vu quand j'avais 9 ans. Je m'étais endormie à la moitié et j'avais rien compris, donc voilà, j'ai pas pu vraiment profiter du film. Et quand je l'ai revu, ça a été une totale redécouverte. Et quel film, le monde de Charlie. Alors, je l'appelle Le Monde de Charlie, mais je préfère largement le titre anglais, The Perks of Being a Wallflower, parce que qu'est-ce que le monde de Charlie? C'est moche, ça veut rien dire. Alors que The Perks of Being a Wallflower, ça veut dire les avantages à faire partie des murs. Déjà en termes de titre, ça t'envoie un vrai message, et pourquoi ils ont traduit ça en monde de Charlie, je ne comprends pas. Mais j'ai dit que j'avais viré Lady Bird du top, parce qu'il y avait un autre film qui ressemblait un peu à Lady Bird, et bah ce film c'était Le Monde de Charlie. Parce que Le Monde de Charlie est le film d'adolescence ultime. C'est mon film d'adolescence préféré. Parce que, je suis quelqu'un à qui ça parle énormément, vu que j'ai actuellement 16 ans, donc c'est des films sur lesquels qui me parlent beaucoup, qui me touchent, parce que c'est des problématiques auxquelles je suis confrontée, mais Le Monde de Charlie me fait passer par toutes les émotions possibles. Enfin, il me fait vraiment rendre triste, parce que, dès le début du film, on a Charlie qui écrit une lettre à son ami suicidé. Voilà. Le film n'est pas joyeux, je préviens tout de suite, le film n'est pas joyeux du tout, mais en même temps, c'est un condensé d'adolescence. C'est un condensé de fragments de vie, Le Monde de Charlie, dans lequel il y a forcément des scènes qui vont vous reconnaître, dans lesquelles vous allez vous reconnaître. Je m'identifie normalement à chacun des personnages du film, des personnages du trio principal. Je m'identifie à Charlie parce que sa difficulté à aller vers les autres et à s'intégrer dans une classe. Sam, elle a des passages extrêmement intéressants. Ezra Miller, voilà. En fait, je peux pas spoiler sur les autres personnages, mais voilà, il y a des passages du film, mais ils me foutent des frissons. Ma scène préférée du film, c'est quand ils sont dans la voiture et qu'il y a Sam, elle monte sur la voiture et qu'elle se laisse porter par le vent, il y a sur l'autoroute avec la musique. C'est vraiment une scène qui est extrêmement forte. Et ne cherchez pas le meilleur rôle d'Emma Watson. Il est ici. Genre, si vous aimez Emma Watson, si vous aimez Ezra Miller, si vous aimez Logan Lerman, qu'est-ce que Logan Lerman est bon dans ce film, putain. Et bah ils sont tous excellents. Et bah regardez Le Monde de Charlie. Le Monde de Charlie, c'est un film. Oui, c'est un film. Oui, c'est un film. Mais c'est un film qui me passionne parce que c'est un témoignage. C'est un témoignage d'une vie et ça parle de vraies problématiques adolescentes et de problématiques de manière générale que les adolescents peuvent passer, à laquelle les adolescents vont passer à travers. Je sais plus parler. Ce film ne me fait même plus savoir parler, tant il est, à mes yeux, incroyable. Je trouve que c'est un film incroyable. Et c'est un des films que je garderai toujours avec moi comme un petit joyau, et dont je m'appellerai toujours de certaines scènes. Parce qu'il y a des phrases dans le film qui me maintiennent... que je garde toujours à l'esprit, notamment cette phrase où les gens me demandent pourquoi elle reste... où là, on pense qu'on aime que ceux qu'on pense mériter. Et je trouve cette phrase très très vraie. Et Le Monde de Charlie est un petit joyau. Et je suis tellement triste que personne ne connaît ce film. Voilà. Maintenant, passons à quelque chose de plus énergique. Numéro 4, Moi, Tonya. Ouais, Tonya, comme vous voulez. Je suis sortie tellement énervée de ce film.
tellement énervée, et j'étais pas énervée contre le film en lui-même, j'étais énervée parce que la vie est putain injuste. La vie est injuste, parce que ce destin, donc, qui est décrit dans Moitonia, me fait tellement de peine, et me met tellement en rage, parce que tout ce que cette femme voulait, c'était patiner, on l'a formé toute sa vie dans son moule, pour au final, que ça soit gâché. J'ai pas envie de vous spoiler le film du tout, mais voilà, genre, Moitonia m'a foutu dans la rage, et parce que c'est un film qui est extrêmement dynamique, donc il a un très bon rythme, excellent montage, machin et tout, et dans toutes ces scènes, il te prend, il te garde, et il te met en vrac, et tout ce qui est décrit dans le film, en même temps, est complètement ironique, et c'est un film qui dégage énormément de cynisme, parce que on est d'accord que toute cette histoire est peut-être fausse, parce que c'est juste une histoire basée sur des témoignages, mais qu'est-ce qu'elle est poignante cette histoire. Non, c'est un chef-d'œuvre. Moitonia est un chef-d'œuvre. Et pourquoi Margot Robbie a pas eu son putain d'Oscar? Margot Robbie, vraiment, je pense qu'elle va se faire snober, mais pendant tellement de temps. C'est terrible. C'est terrible. Alors que ce film est vraiment trop ouf. Trop ouf. Et je dis ça à chaque film. Je dis ça à chaque film. C'est terrible. Mais Moitonia m'a fait passer toutes les émotions, et en même temps m'a rappelé beaucoup de choses importantes, et je l'ai vu tout seul avec mon père, et ça m'a dit waouh, mais on était tous les deux secoués à la fin. On était toutes les deux énormément on était toutes les deux, oui, bien sûr, Alex, très bien. On était tous les deux extrêmement secoués. Non, Moitonia, c'est plein de talent. Et ça me saoule quand on parle de ce film, alors qu'il est génial. Moitonia n'est pas le troisième de ce top, n'est pas le deuxième, n'est pas le premier. Non, parce qu'on va rentrer dans le top 3. Et le top 3, je sais que le numéro 3, tu sais, là je regarde mon top 3 et je me dis, je vais forcément avoir des problèmes. Parce que numéro 3, Birds of Prey. Et ouais, j'ai dit qu'il y avait un film de 2020 dans le top, j'ai pas dit lequel, j'ai pas dit à quelle place. Mais parce que Birds of Prey est mon plus beau moment de cinéma de 2020. Il est en troisième, mais c'est mon plus beau moment de cinéma de 2020. Parce que quand j'ai vu Birds of Prey, j'ai eu de l'espoir. J'ai sincèrement eu énormément d'espoir. Puis après, je suis allée voir les réactions des gens sur le film et j'ai perdu tout mon espoir. Mais passons. J'ai eu... Birds of Prey, c'était le film que j'attendais comme le Messie. Parce que dès qu'on m'a dit « Harley Quinn revient dans un film solo », j'ai dit « Oui ». Enfin, dans un film où elle sera le personnage principal, j'étais en mode « Oui ». J'ai vu les photos, j'étais en mode « Oui ». Les annonces sont sorties, j'étais en mode « Oui ». J'ai vu le film, j'étais en mode « Oui ». Et pourtant, je sais que le film divise énormément. Parce que je suis allée voir le film avec mon père, il a détesté. Voilà, on s'entend ça. Waouh, ce film était incroyable et tout, t'as vu? Non mais c'était trop bien papa. Et il me fait... Non, alors, vraiment mon père il a détesté et... Je me doute bien que ce film ne peut pas parler à tout le monde, mais moi il me parle tellement parce que je suis une extrêmement grande fan d'Harley Quinn. Vous la voyez pas là, mais... Voilà. Qui c'est qui est là? C'est Harley. D'ailleurs j'ai même récupéré... Voilà, celle-là. C'est sa petite hyène dans le film. Mais oui, quand je dis que Birds of Prey m'a donné de l'espoir, parce que j'ai vraiment eu de l'espoir qu'on puisse... Birds of Prey me donne l'espoir qu'on peut changer les choses, et qu'on peut enfin faire des films féminins, qui se prennent pas la tête, qui rentrent pas dans des clichés pourris. Parce que c'est un film qui, pour moi, est sans cliché, Birds of Prey, parce que c'est ça. Un film qui est fait uniquement par des femmes, et qui, du coup, est un film qui a une patte féminine, mais de malade. Et c'est tout bête, mais il y a des détails que j'adore. Genre, j'adore le fait que, quand elle se bat, Black Canary demande un chouchou à Harley Quinn, parce qu'elle a les cheveux dans les yeux. Je trouve qu'en fait, c'est des détails que je pense, il y a que des femmes qui peuvent penser à ça, parce qu'un mec de manière générale, les mecs n'ont pas les cheveux longs, si vous avez les cheveux longs, très très bien pour vous, mais de manière générale, les mecs n'ont pas les cheveux longs, ils peuvent pas penser à ce genre de détails quand ils écrivent ce genre de film. Et on voit une vraie patte féminine, et là je sais que je suis en train de paraître ridicule, parce que je suis en train de dire, ce qui fait que c'est un bon film, c'est que la Black Canary elle demande un chouchou. Non mais, je vais me concentrer, mais j'ai envie de défendre Birds of Prey, parce que pour moi c'était honnêtement le meilleur film de super-héros depuis des années. Ouais. Celle-là j'assume, honnêtement. Vas-y, vous pouvez y aller, je suis votre cible. Mais je trouve que Birds of Prey est un film... J'ai entendu tellement de merde sur ce film, alors que je le trouve oufissime. J'ai entendu des merdes comme quoi les costumes ils sont moches, vous avez vu, vraiment, je vais vous les mettre là, mais j'ai récupéré sur Tumblr des images de la recherche des costumes. Il y a tellement de travail sur les costumes, et il y a des vrais travaux sur les palettes, il y a un amour pour le matériau d'origine. Quand j'entends des gens qui disent que cette Harley Quinn n'est pas la vraie Harley Quinn, je pense au JDG, j'adore le JDG, mais là je trouve qu'il a tort, parce que ce serait dire que cette Harley Quinn là n'est pas la Harley Quinn, c'est comme dire que le Batman de Nolan n'est pas le Batman qu'on a connu dans les années 60.
c'est débile, parce que Harley Quinn est un personnage qui évolue comme Batman a évolué, et j'ai l'impression que Harley Quinn, on n'accepte pas qu'elle évolue. Alors que si, elle a évolué. La Harley Quinn qu'on a dans le film, c'est la Harley Quinn qu'on a connue dans les comics de Amanda Conner, les 6 d'Amanda Conner, pas le Rebirth, cette grosse daubasse, mais on a du coup, on a vraiment des détails, parce que la petite peluche en castor qu'elle a, elle vient du comics, le fait qu'elle fasse du roller, ça vient du comics, et vous osez dire que ce film ne respecte pas le matériau d'origine. Faudrait peut-être connaître le matériau d'origine avant, bande de cons. Oui, je suis en train de m'énerver. Voilà, genre, il y a tellement de détails qui sont faits pour respecter le matériau original. La réalisation est incroyable. Incroyable. Je dis pas que c'est le truc le plus révolutionnaire de tout le temps, mais dans des films de super-héros, une réalisation comme ça, c'est tellement rare. J'ai vu les making-of, je me suis maté tous les making-of. Il y a une envie incroyable, une passion derrière ce film. Et les gens crachent dessus sur le film, et ça m'énerve. Ça m'énerve un max, parce que ce film ne demande que de l'amour, et ne vous offre que de l'amour. Ce film, ce n'est que de l'amour. Je trouve que le méchant, joué par Ewan McGregor, est un des meilleurs méchants de comics, parce qu'il me marque. Le Black Mask du film, il me fait extrêmement peur. C'est un des vrais méchants qui est de mode oula, moi j'ai pas envie qu'il me touche, celui-là, pas du tout, non. Et je trouve que toutes les héroïnes ont un vrai discours, parce que c'est pas ce sont des femmes qui sont toutes en train de t'aimer, genre elles s'envoient toutes dans des gros pavés à la gueule, genre j'adore ça, et en même temps elles ont toutes cette solidarité. Il y a la photographie est magnifique, il y a tellement de couleurs, et j'adore le lieu du climax. Il y a du travail sur les décors, tous les décors sont bien agencés, il y a une photographie, je me répète, mais Birds of Prey est l'un des meilleurs films de super-héros des dernières années. Et ça me tue tout ce qui se prend dans sa gueule, parce que ce film ne voulait qu'être aimé. Et quand je pense que Birds of Prey n'aura peut-être pas de suite, qu'il va sûrement, qu'il a pas bien marché, ça me désespère. Voilà, le film, je suis sortie de la salle, j'avais de l'espoir, je suis rentrée chez moi et j'étais désespérée. Parce que c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu depuis des années. Et il s'est fait laminer à la gueule. Ça me fait tellement de peine. Ça me fait de la peine. Bon. Voilà, je pense que j'ai pété mon coup de gueule. Et maintenant je peux passer sur des films. Est-ce que tu vas me faire chier sur ces films-là? J'espère pas. J'espère vraiment pas. Je vais en prendre plein ma gueule sur Birds of Prey. Mais bon, bref. Numéro 2. Lawrence Anyways. Bah oui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? C'est bien filmé, c'est joué par des acteurs de talent, mais moi Lawrence Anyways m'a tellement retourné que j'ai pas pu me lever pendant 15 minutes après que le film se soit fini. C'est-à-dire qu'il y a eu la dernière scène, et je suis restée comme ça pendant tout le long. Parce que c'est un film qui tente tellement de choses. Et c'est un film qui n'est pas une réalité, qui me fait tellement de peine. Et il m'a fait passer toutes les émotions. Laurent, c'est un de mes personnages préférés de tous les temps. Magic Popo, il la joue tellement bien. Alors oui, je sais que la majorité de la communauté trans n'apprécie pas... j'ai l'impression que la majorité de la communauté trans rejette le film parce qu'il n'est pas joué parce que Laurence n'est pas jouée par une actrice transgenre. Et ce que je peux comprendre parfaitement, parce que je veux dire, c'est pas moi qui suis cisgenre qui va leur dire « Hey, non, vous avez tort ». Je dirais juste, voilà, Magic Popo joue très bien le rôle. Voilà. Si le fait que ça soit pas une femme transgenre vous dérange et que vous donne pas envie de voir le film, honnêtement, je comprends. Voilà. Je comprends totalement. Maintenant, je trouve que juste, il joue extrêmement bien. Je trouve que Suzanne Clément, elle aussi, joue extrêmement bien. Et qu'est-ce que c'était bien. J'ai eu envie... J'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré. J'étais pas loin. Parce que j'étais tellement choquée par toute la masse d'informations et d'émotions qui m'arrivaient que j'ai pas pu traiter les informations. Mon cerveau, il est parti en vacances, il a fait « Tu te débrouilles. » Parce que... C'était incroyable. Je peux pas passer... C'est compliqué sur les films. Parce que j'ai du mal à expliquer pourquoi je les apprécie tellement. Mais qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que Lawrence Anyways, c'est un film magnifique. Et qu'est-ce que c'était un amour tragique. Je disais que I Love You Philip Morris est l'amour le plus tragique que j'ai jamais vu. Il se va bien avec Lawrence Anyways quand même, parce que c'est un amour extrêmement tragique. La BO de ce film, je l'ai pas dit pour Birds of Prey, la BO de Birds of Prey était magnifique. La BO de Lawrence Anyways est tout aussi magnifique. Et vous devez l'écouter. Et vous devez voir Lawrence Anyways parce que c'est un... Enfin, vous regardez le film si vous voulez, parce que le cinéma c'est personnel et machin tout. Mais si vous avez l'occasion de voir Lawrence Anyways, posez-vous. Le film dure 2h40, donc c'est un gros morceau, on est d'accord. Mais je crois que vous allez rarement être aussi attaché à des personnages que dans Lawrence Anyways. Parce que c'est d'un talent, et d'une écriture, et d'une réalisation, parce que Zach Donan, je n'ai vu qu'un seul film de toi, mais mon dieu, qu'est-ce que j'aime ta réalisation.
c'est lu. Le film est en 4 tiers et le film, il y a des images, mais il y a des images de Laurence Anyway, je les ai mises en fond d'écran tellement je les aimais, j'ai envie de les imprimer, de les mettre partout dans ma chambre parce que c'est la photographie de Laurence Anyway, c'est incroyable. J'en ai marre de couiner à chaque fois que je regarde un film, mais Laurence Anyway c'est incroyable. Vous devez regarder Laurence Anyway, s'il vous plaît, regardez-le, c'est trop bien. Je pensais pas voir ce film, j'étais pas intéressée par ce film là de Xavier Dolan, je voulais voir Mommy, et d'ailleurs Mommy j'ai emprunté à la bibliothèque et je l'ai pas eu le temps de le voir, ça me casse les... Mais Yanda a parlé, il a dit que c'était probablement son film préféré, je me suis dit vas-y, j'ai trouvé la bibliothèque, je l'ai regardé, et oui, je le comprends. Je comprends beaucoup pourquoi c'est son film préféré. Mais Laurence Anyways n'est pas premier. Et honnêtement, ça se bat à très peu de choses. Mais je dirais juste que, en fait, la seule chose qui a fait en sorte que Laurence Anyways est pas premier, c'était que le film est québécois. Alors, je sais que ça devrait pas être un défaut, c'est juste que des fois, du coup, moi je comprends pas forcément tout l'argot québécois, ce qui fait que des fois j'ai eu du mal à comprendre certaines choses que les personnages disaient. Et c'est pour ça qu'il est pas premier, parce que le premier film du top de l'année des films que j'ai découvert en 2020, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oh, quel film, my god. Oh, quel film. Alors déjà, j'ai un bagage particulier avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est que je l'ai vu le soir de mon anniversaire, sur mes 16 ans. Donc déjà, il y avait une ambiance qui me rendait particulièrement apte à voir le film et à le découvrir et à vraiment le recevoir, voilà. Et j'étais de très bonne humeur, et ce film... À la base, je comptais faire une vidéo dessus, j'avais écrit un script, mais pareil, voilà, j'ai pas eu le temps de le monter, puis même je trouvais que mon script n'avait aucune influence au final. Parce que c'est une histoire d'amour, c'est une histoire qui parle d'amour dans une poésie fabuleuse. Là, je pense que je mettrai là le son enfin, le thème principal. Le thème principal, je l'écoute dès que j'ai envie de pleurer ou de rire, parce qu'il fait les deux. Il fait les deux, et je trouve que Eternal Sunshine of the Spotless Mind est une magnifique histoire d'amour. Magnifique. Et j'adore toutes les phrases, j'adore les deux personnages, je trouve. Je suis autant attachée à l'un qu'à l'autre, je me retrouve dans les deux en fait. Je me retrouve dans les deux, j'aime beaucoup ce que Clémentine dit, j'aime autant ce que Joël dit. Et je comprends pourquoi c'est un des films les plus importants enfin, que c'est un excellent film et pourquoi c'est un film autant apprécié. C'est une très très belle histoire d'amour. Et j'ai pas grand chose à dire de plus, parce que le film a tellement retourné que voilà, j'aime énormément Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Si je vois dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est pas facile à dire, toute une nostalgie et toute une volonté de garder ses souvenirs qui moi me parle énormément, parce que moi je suis quelqu'un qui garde énormément tout ce qui peut me être nostalgique. Voilà, et je crois que j'ai fini pour le top. Waouh, ça m'a pris tellement de temps à tourner, je suis sûre. Il faut que je tourne le flop là juste après. Ça sera pas du tout pareil. Le flop, je pense que je vais être beaucoup plus énervée. Déjà, vous avez vu sur God après comment j'étais énervée. Allez voir le flop, je vous jure, je vais être encore plus énervée. J'ai pas grand chose de plus à dire, je vous dirais juste que mater des films, c'est important, surtout dans cette période actuelle. Mater des films et donnez-vous. Si vous avez pas envie d'en mater, donnez-vous, peut-être essayez de cultiver cette envie. Et la culture, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je suis pas pour toi du tout, ça c'est non essentiel, comme l'a dit le gouvernement. Voilà, je suis... C'est un peu compliqué comme période actuellement pour voir des films, enfin, les cinémas sont tous fermés actuellement, mais j'espère que d'ici que je sorte cette vidéo, non, je voulais la sortir le 31, mais je la sortirai pas le 31. Peut-être le 2, peut-être le 1, je sais rien, je la sortirai en tout cas, je suis sûr que je vais la sortir, parce que maintenant je vais tourner et je vais la sortir. Mais en tout cas, je pense que l'une des plus belles choses qu'on puisse offrir au cinéma, c'est notre avis dessus. Putain, c'était beau ce que je viens de dire là, allez, je vous retarde pas plus. Allez voir le flop film si ça vous intéresse, sinon, bah, bonne vie de manière générale. Voilà, c'était Lex, je vous fais d'énormes bisous. Zoubi.